Et nous enchaînons à présent avec le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème, un marché à thème qui va se concentrer sur les performances des marchés émergents en 2023, évidemment sur les perspectives que l'on peut en attendre en 2024. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Bourse Thaïs Battista. Bonsoir Thaïs Battista. Bonsoir Nico. Vous êtes gérante de portefeuille et spécialiste des marchés émergents chez Shellshare Prince Gestion. Alors effectivement, quand on parle de marchés émergents, on parle de différentes régions du monde, d'ailleurs différents marchés. Pour autant, quand même, c'est une classe d'actifs qui peut avoir certains traits communs. Comment est-ce que, si on regarde un petit peu dans le rétroviseur, ce qui s'est passé en 2023, comment est-ce que ces différentes classes d'actifs sur les marchés émergents se sont comportées, que ce soit les obligations, les devises ou les actions? On peut peut-être commencer par les obligations, Thaïs Battista. Bien sûr. Alors 2023 était un an positif pour les marchés émergents. Des obligations corporate souveraines ont délivré des retours des deux chiffres. C'était par rapport pareil avec les autres marchés développés. Bien sûr. Oui. Mais il faut faire attention quand on regarde les niveaux des taux futurs US au début des 23 et à la fin de 23, c'était malgré toute la volatilité, c'était stable. Bien sûr. Et les niveaux des spreads, c'était aussi stable. Alors, qu'est-ce qu'on a vu des performances? C'était vraiment du carry, qui est plutôt des serrements des spreads. Alors, bien ça, sûr. Mais faire plutôt optimiste avec 24, on peut voir encore plus des performances qui viennent des serrements des spreads. Sur les marchés émergents, donc encore de l'optimisme sur les marchés obligataires, c'est ce qu'il faut comprendre. Oui. Exactement. Et si on voit les obligations locales, la performance, c'était encore plus positive si on met les devises avec. Bien sûr. Parce que les devises ont marché bien. Les devises, on peut diviser dans 3 groupes. Les groupes des devises qui étaient super positifs, comme les devises des Amériques latines et des pays d'Europe de l'Est, à cause d'un autre niveau des carry, des taux réels très positifs. D'accord. On voit ça en Colombie, au Brésil, au Mexique et aussi en Hongrie. On a un groupe des devises en Asie qui était plutôt flat ou un peu négatif. On a vu que les renminbi avaient souffert l'année dernière. Bien sûr, oui. Beaucoup de pression avec tous les problèmes que la Chine est en train de passer. Et on a les groupes des outliers, qui c'est plutôt la Turquie, l'Argentine, qui sont des pays qu'on appelle des frontiers, qui ont souffert à cause une dévalorisation exprès, ça fait exprès par les nouveaux plans économiques des équipes économiques qui ont pris à les relais après les élections. D'un point de vue sur les marchés actions, alors on a vu effectivement que ce soit en Europe ou aux États-Unis un rallye de fin d'année qu'on a moins vu en Chine, par exemple. Quand on regarde sur les marchés émergents, global, quelle a été la tendance sur 2023? Déjà, est-ce que tout s'est joué à la fin de l'année comme sur les marchés européens ou américains, ou la tendance a été un peu différente? Alors, les marchés actionnaires aux émergents, ils ont délivré 7%, MSCI Emerging Markets, qui c'était pas vraiment super positif si on compare avec un S&P et bien sûr, stocks des plus des 20. Mais si on enlève la Chine, ces numéros est des 20% aussi. D'accord. Alors, ah oui, c'est la Chine qui a plombé quelque part effectivement l'indice, et si on enlève la Chine, on arrive à 20% de performance. MSCI China, c'était à 13%, moins 13%. D'accord, oui. Et on peut parler de la Chine, si vous voulez aussi. C'est les 3e des performances négatives de la Chine. Mm-hmm. En fait, les technicals sont bons, mais quand on regarde les fondamentaux, ils ne sont pas encore là. D'accord, oui. Je sais pas si je peux parler d'une liste très longue de la problématique de la Chine. Bah, bien sûr, oui. Est-ce qu'on peut se demander si on atteint des points d'entrée intéressants? On peut se demander effectivement si c'est un marché dont il faut rester à l'écart ou qu'il faut commencer à regarder d'un peu plus près. Comment comprendre effectivement ce marché chinois aujourd'hui, Thaïs Battista? Oui, ça c'est la question la plus importante et la plus difficile du marché émergent à ce moment-là. Et je vois des gens des deux côtés.
l'année dernière, il y a eu plusieurs sociétés qui ont se dit la Chine, c'est investissable. On ne peut pas toucher, on ne peut pas faire confiance à des entreprises qui ne sont pas transparentes. Ou sinon, il y a des Big Four, des compagnies d'audit qui sont sorties de la bien sûr, Chine. oui. Il y a beaucoup d'interférences du gouvernement chinois dans certains secteurs comme la tech. Et il y a même les fonds de pension américains qui sont interdits par les gouvernements d'augmenter leur exposition à la Chine. Il y a plusieurs fonds d'investissement qui ont commencé et même des index qui ont commencé et qui sont dit Emerging Markets ex-China. Alors, il y a toute cette tendance d'exclure la Chine du monde émergent, mais c'est quand même un pays super important. Oui, bien sûr, c'est un poids quand même assez important, oui, bien sûr. Exactement, et quand on voit que c'est pas cher et qu'il y a encore des croissances, et c'est un peu de la mode, on voit ça depuis les années 90, les investisseurs internationaux, ils sont allés en Russie, à un moment ils lâchent, ils sont allés en Sud-Est asiatique, ils lâchent, ils sont allés en Mexique, ils lâchent, et ça se passe dans plusieurs marchés, et après les marchés, ils restent plus sains avec des investisseurs locaux, et peut-être on va voir ça dans la Chine à un moment. Mais la Chine, c'est déjà différent, parce que les marchés des A-shares, c'est déjà tout local, et même A-shares, ils ne sont pas en train de réussir, de remonter. Même avec beaucoup d'inflows sur les ETF l'année dernière, mais c'était en fait offset par des outflows des mutual funds et finalement, même les marchés chinois locaux, il n'a pas monté. Donc si aujourd'hui on veut... alors, peut-être que c'est une question qui correspond plus aux perspectives qu'on peut avoir sur l'année 2024, mais si on regarde un petit peu les drivers des marchés, des marchés européens ou américains, on regarde beaucoup effectivement la saison des résultats, mais bien sûr les baisses de taux attendues sur les différentes banques centrales et notamment la Fed. On va regarder aussi potentiellement l'agenda politique et les élections aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur les marchés émergents? Et si on y va, est-ce qu'on laisse la Chine de côté ou est-ce que de toute façon, il faut quand même considérer que dans les émergents, il y a la Chine? Beaucoup de questions dans la question. Hein, oui, mais on peut répartir en plusieurs questions là, parce que moi, je vois la Chine d'une manière isolée. La Chine est dans un cycle contraire que le reste du monde. Alors, les États-Unis, tout le monde était en train de monter les taux d'entrée, la Chine était en train de baisser. Bien sûr. Alors, la Chine a sa propre dynamique, il faut regarder ça, il faut regarder les secteurs, il faut regarder comment ça passe et les entreprises. Et je trouve intéressant de jouer la Chine sur la partie crédit, parce que ça dépend moins du sentiment comme les actions. Les actions, c'est tout basé en sentiment. Qu'est-ce que le gouvernement va dire sur des nouvelles mesures, des stimulus et tout ça. Et je pense qu'on n'a pas... We have no edge pour savoir qu'est-ce que le gouvernement... Bien sûr, oui. Et les crédits, c'est plutôt sur la partie fondamentaux. On regarde qui est dans une position des cash pour payer à la fin. Et j'ai quand même accentué un peu la exposition à la Chine d'une manière très ciblée. Il faut bien regarder. Par secteur d'activité presque, ou par typologie d'entreprise, par ou entreprise, d'actifs, de classe d'actifs. Oui, par entreprise, qu'est-ce que c'est intéressant, parce qu'on regarde les promoteurs immobiliers, c'est une crise horrible qui est en train de se passer depuis 2021. Ça peut durer encore des années. Mais on ne va pas acheter une entreprise qui est seulement parce qu'elle est grande et parce qu'elle peut avoir d'aide gouvernementale. On peut chercher à quelle entreprise n'a pas besoin d'avoir d'aide gouvernementale. Au-delà de... Ouais, enfin, pardon, peut-être pour finir sur la Chine. Non, je voulais retourner à la question par la partie des élections, parce que aussi, vous avez mentionné les élections aux États-Unis, mais il y a aussi beaucoup d'élections au marché émergent. En fait, par le monde, on aura 40... Beaucoup d'élections globales, oui, bien sûr. Oui, et dans les marchés émergents, au moins 10. Et les 4 plus importants, Taïwan, Mexique, Inde, en Afrique du Sud. Taïwan, on a déjà eu les week-ends derniers et en fait, c'est un peu... ça ne change pas grand-chose. C'est les mêmes partis qui étaient avant. Au Mexique, en Inde, on atteint un peu la même chose aussi. Ça va être une continuation du parti qui sont là à ces moments-là. Et peut-être on aura des changements en Afrique du Sud et ce n'est pas nécessairement négatif.
Et ça a un impact, ça va être les drivers un petit peu de ce qu'on va regarder sur les marchés émergents. Ça va être essentiellement des agendas politiques ou va y avoir d'autres drivers quand même qu'on va pouvoir regarder tout au long de l'année sur les marchés émergents? La Fed. La Fed aura un impact, forcément, oui. Oui, bien sûr. Alors, l'année dernière, on a vu tous ces mois qu'on avait les higher for longer. Et maintenant, on est en train de voir les débuts de ça, peut-être maintenant aussi, parce qu'on a eu les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient fortes. Et peut-être la première baisse de la Fed, ça ne va pas être en mars, mais pendant l'été. Et cette résurgence des higher for longer, ça va peut-être peser sur les marchés émergents, mais pour moi, c'est plutôt une fenêtre, une opportunité de rentrer parce qu'on sait où ça va finir ça. Bien sûr, ils vont couper les taux d'entrée et il y a plusieurs pays émergents qui ont déjà commencé à couper leurs taux, l'Hongrie, le Brésil, le Chili, la Colombie, parce qu'en fait, les taux réels sont tellement élevés dans ces pays-là que même si la Fed est en train d'allonger les cycles et ils baissent, et les devises, elles sont bien se comporter. On ne voit pas des volatilités dans ces pays-là, même si ils sont en train de diminuer les carry. Mais c'est ça, les sujets les plus importants, c'est en fait la Fed. Les baisses de taux de la Fed sur l'année 2024. Et les élections. Et les élections, effectivement. Oui, mais les élections locales, effectivement, et pas uniquement les élections. Mais on attend un peu en continuation. Alors, c'est pas vraiment trop important. Merci beaucoup Thaïs Battista de nous avoir accompagnés donc dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes gérante de portefeuille et spécialiste des marchés émergents chez Shellshare Prince Gestion. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Bismart.